Fermez les yeux et imaginez un gros ballon de baudruche de 1 mètre de diamètre qui file à toute vitesse à travers un gymnase. Eh ben oui, vous allez découvrir le Kinball sur Super Sport 3000. Frankly, my dear, I don't give a damn. Et salut à tous, salut à toutes. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Super Sport 3000, le podcast des sports méconnus. Salut Sébastien. Bonjour Nicolas. Ben voilà, alors vous connaissez ma voix parce que oui, effectivement, je fais le podcast Coop et Cana, mais surtout bienvenue à Sébastien qui rejoint la team en tant qu'expert sportif parmi tous. Alors Sébastien, nous, la volonté qu'on a eue, c'était de monter un podcast pour parler des sports méconnus et essayer de les faire découvrir et de se mettre un petit peu dans l'ambiance toujours un peu particulière de ces gens qui adorent un sport qui n'est pas connu, mais qui tu vois, qui veulent le faire vivre, qui veulent le faire. Et c'est un peu ça qu'on recherche avec ce podcast. Exactement. Et alors, je crois même que l'anecdote qui peut être sympa à raconter sur un peu la naissance de ce truc-là, c'était à l'EVG de William. Oui. Du coup, je sais plus si on avait parlé déjà un petit peu avant. Mais tu peux y aller, ouais. Donc, c'était à l'EVG de William, William de Coop et Canap, hein. Ouais. Vous connaissez certainement. Ouais. Où on avait discuté, alors, les bières aidant, forcément, hein, bien sûr. contexte EVG, tout ça. On avait parlé de plusieurs sports qui étaient un peu inconnus. Je sais plus quel sport nous avait lancé un petit peu sur le truc. Ouais. Mais on s'était dit, et si on lançait une chaîne télé? On avait un petit peu plus d'ambition. On avait plus d'ambition à la base, oui, c'est vrai. Et si on lançait une chaîne télé où on diffuserait que des sports un petit peu inconnus? Absolument. Dans le curling, dans tous ces trucs-là. Exactement. Parce que, je sais plus quand est-ce que c'était, mais il y avait eu des JO et à chaque fois que tu regardes les JO, t'as envie de pratiquer le sport que tu vois. Ouais. Même si tu en es absolument incapable et même si tu sais que 2 semaines après, t'en auras plus rien à faire de ce sport-là. C'est vrai. Mais t'as un vrai truc qui s'est lancé, une vraie dynamique. Et du coup, on s'était dit, pourquoi pas une chaîne avec que des sports méconnus. Ouais, c'est ça. Qui donnerait envie aux gens de les découvrir. Ouais. Et voilà, ça nous a peut-être mené. Enfin, c'est peut-être aussi un peu ça qui nous a mené ici aujourd'hui. C'est littéralement grâce à ça, effectivement. Et oui, et on s'est dit, voilà, ça serait cool. Il y a des tonnes de sports, il y a des tonnes de trucs qu'on connaît pas. Même nous, en préparant l'épisode, on a encore découvert des tonnes. Je vais pas spoiler parce que il y en a plein qu'on déflorera pendant ce podcast, pendant tous les épisodes qu'on va faire. Ce qui est bien, c'est que même en disant le nom, tu spoiles pas grand-chose souvent, puisque t'as des fois des sports où le nom ne te permet même pas forcément de découvrir ce qu'il y a derrière. C'est vrai. Mais l'Ultimate Taser Ball, tu commences à comprendre un peu, tu vois, ce qui se passe. C'est plutôt précis. Donc c'est très ultimate, avec un taser et des balles. Bon, je pense on y reviendra à un moment donné, mais ouais, ça fait partie des sports dont il faudra qu'on vous parle. Exactement. Donc dans chaque épisode, on va vous faire découvrir un ou plusieurs sports. Vous verrez, on a plusieurs formats pour ça. Et ce sport-ci, Sébastien, ce podcast-ci, pardon, va être tourné autour du Kinball. Alors Sébastien, est-ce que tu sais ce qu'est le Kinball? Alors. Oui, je sais, puisque je me suis quand même un petit peu renseigné. Ouais, ça mais tu vas me le présenter peut-être plus en détail et nous le présenter peut-être plus en détail et je serais ravi d'en apprendre un petit peu toutes les règles et toute l'histoire autour. C'est vrai. Surtout que, si finalement tu me disais oui, je te disais bon, tant pis, on enregistrera notre numéro 2 peut-être sur un autre sport peut-être. Ouais, un autre sport. Non. J'ai vraiment préparé que celui-là. Donc non, le Kinball. Le Kinball, il faut voir ça comme, en fait, le descendant du jeu où on a un ballon de baudruche qu'on joue avec son frère et qu'il faut pas que le ballon de baudruche touche le sol. Voilà. Ça, on va dire, c'est un peu la base, tu vois, les règles de base. Et il y a plusieurs points qui sont extraordinaires dans ce sport. Le premier point, c'est que ça se joue à 3 équipes. Alors, ok. Non mais. Oui, c'est un point déjà un petit peu. Est-ce que tu connais un autre sport? Est-ce que tu connais un autre sport qui se joue à 3 équipes? Non. En y réfléchissant spontanément comme ça absolument pas. Mais même en cherchant pour de vrai, à part après, tu sais, tu vas prendre les trucs genre les avirons. S'ils se retrouvent plus que 3, tu vois, plus que 3 équipes. Ça reste des courses un peu individuelles. Ouais, c'est ça. Enfin, voilà. T'affrontes pas à 3 spécifiquement. Là, vraiment, t'as 3 équipes de 4 joueurs, d'accord, qui sont dans un terrain de 21 mètres par 21 mètres. Carré, donc. Tout à fait carré, ouais. Pour te donner une idée, un 21 mètres sur un 21 mètres, ça fait un demi-terrain de handball. Ok. Tu vois? Et à peu près un 5e terrain de foot? Non, tu me diras, dans la longueur, ça fait 100 mètres un terrain de foot. Et dans la largeur,
Donc tu prends un quart, quasiment un quart en fait, quasiment un quart. Donc ouais, voilà. C'est bien, ça permet vraiment de visualiser un petit peu intérieur ou extérieur, juste pour vraiment. En intérieur, non mais intérieur, tout à fait. okay. En intérieur, effectivement. Je ferme les yeux. Écoute, je vais faire comme tu l'as dit. Parce parce que en fait le but c'est de pouvoir faire des glissades, tu vois, quand t'as un ballon qui file et qu'il faut pas que tu le laisses toucher, justement le but de toucher le sol et le but c'est d'aller faire des glissades, d'aller le rattraper le plus possible et effectivement le parquet est quand même un peu plus s'y prête un peu plus. On a des petites genouillères ou des trucs comme ça, j'espère, je crois même pas. Même pas? Non. Bon, après, c'est des sportifs. C'est des sportifs qui ont l'habitude. Donc, ouais, non, ils ont même pas de genouillères. Mais, le plus cool, finalement, c'est ce ballon. Le ballon de Kinball, qui est un gros ballon du style ballon de baudruche, qui fait un diamètre de 1m22. Donc, par rapport au terrain de handball, 1m22, c'est 1m22, ouais, parce qu'en fait, par rapport à un terrain de handball, 1m22, ça va te faire un 20e du terrain. Donc, tu vois, quand même. Ouais, en termes de proportion, c'est vrai qu'on est un peu moins... Tu vois ouais. Et non, par contre, c'est vrai que combien de fois plus gros qu'un ballon de handball. C'est vraiment un truc, il faut s'imaginer que avec tes bras, tu peux pas faire le tour du ballon. Tu vois, vraiment pas. Tu vois. C'est mais même loin de là, je pense que tu peux prendre que la moitié, tu vois. Et du coup, un ballon donc de 1m22 dans une poche un petit peu, on va dire élastique, tu vois, et qui pèse entre 800 grammes et 1 kg une fois gonflé. Quand j'ai entendu 800, je me suis dit oula, truc qui pèse 800 kg, les mecs sont 4. C'est ça. C'est des bonhommes blindés de sable. Le but du jeu, c'est donc de lancer cet énorme ballon sur une des deux autres équipes. Donc en étant donc t'as ton équipe et tu veux lancer cet énorme ballon sur une des deux équipes adverses sans que l'équipe adverse soit en mesure de rattraper le ballon avant qu'il touche le sol. Ok, c'est clair. Voilà. Donc ça c'est vraiment le setup de base, on va dire, et les règles de base. Donc déjà, moi je trouve que arriver là, c'est un sport que t'as envie de faire. Oui. Non mais et puis c'est 100% un truc qui te rappelle des espèces de petites batailles de ballons de baudruche dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Où tu t'envoies le truc, t'essaies de t'envoyer même les vidéos qu'on voyait, alors avant même qu'on connaisse, qu'on découvre un petit peu le Kinball. Tu voyais des petites vidéos des fois sur Facebook ou des trucs où les gens s'envoyaient des ballons de baudruche et allaient essayer de les chercher dans les escaliers derrière les canapés, sauter un petit peu dans tous les sens. Et ne serait-ce que ça m'a hypé à fond. Tu disais, je veux trop un ballon de baudruche, je veux trop jouer. Mais tout à fait. Alors, là, un sport officiel avec un vrai ballon, une vraie taille de terrain sur cette base-là. Enfin, pour moi, c'est tout bon. On est deux, il aurait fallu quelques autres personnes pour pouvoir commencer à jouer. C'est dommage pour démarrer une ligue, effectivement. Non, par contre, le jeu donc se joue en 3 manches gagnantes. D'accord. Donc ça fait un maximum de best of 3. De 3 manches gagnantes, donc maximum de 3 plus, pas 5. 3 plus 2 plus 1 moins 4. Non. Ça fait 7. Ça fait 7. Eh ouais, parce qu'il y a 3 équipes. Donc du coup, un best of 3, ça devient tout de suite effectivement. Plus open. Chaque période dure 7 minutes ou en 13 points. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une équipe arrive à 11 points, alors l'équipe qui a le moins de points de la manche en cours quitte le terrain. Et dans ce cas, c'est un 1v1. Et donc ça finit en 1-to-1. Ça en finit en 1-to-1. Donc du coup, t'as un peu un build-up aussi, un petit peu, on va dire, un peu dramatique, tu vois. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que une fois passé un moment, là, c'est le face-à-face. Ça doit être terrible. C'est-à-dire que tu as perdu ton match et tu regardes les deux autres s'affronter. C'est ça. Ça pourrait être moi, là. Exactement. Une épreuve de Koh-Lanta où tu partiras à la 2e minute parce que t'as pas réussi à tenir debout sur un poteau. Sinon, où t'as simplement tiré la boule noire et tu te retrouves directement sur le côté. Et tu regardes les autres faire. Exactement. Mais bon, là, le gros avantage, c'est que tout le monde joue à un moment donné. Alors, concrètement, comment ça marche? Au quotidien, il y a une équipe qui possède la balle. D'accord? On va dire, alors je sais même pas, pour être tout à fait franc, je sais pas comment se passe la première mise en jeu. Alors j'imagine qu'il y a un tirage au sort, un toss. Je pense qu'il y a une pièce à 3 faces peut-être, pile, face ou tranche. Et du coup, donc il y a une équipe qui récupère la balle, qui possède la balle. C'est-à-dire que donc, pendant le jeu, un de ces joueurs l'a touché il y a moins de 10 secondes. Parce qu'il faut savoir que si ton équipe a la balle pendant plus de 10 secondes, t'es en erreur. Donc dans ce cas, les deux autres équipes gagnent un point. Ouais, donc il faut décider quand même rapidement où est-ce que tu es censé l'envoyer. Hein. Ah tout à fait, ouais. Non mais c'est un sport ultra rapide. Hein. Je serais curieux, on va peut-être en parler après, mais je serais curieux de voir quelles sont les tactiques par rapport à ça. On va en parler effectivement. Les joueurs de l'équipe doivent alors se rassembler et préparer une offensive. Ils visent l'une des deux autres équipes en disant à haute voix Omnikin, suivi de la couleur que l'on attaque. Donc par exemple, si c'est l'équipe bleue, Omnikin. Non, pas Kin comme
Ouais, j'ai la ref. Bouleg. Ouais, ce qu'il faut savoir, parce que c'est un truc, c'est un peu niche. Kin, c'est quand on a un carton plein dans un loto. Voilà. Non. Ah non, kin c'est qu'une ligne, kin, c'est pardon. justement une ligne, et ça s'oppose au carton plein quand ton carton est rempli, oui. Absolument. Donc du coup, il faut dire Omnikin suivi de la couleur. Donc c'est pour ça qu'il y a des couleurs officielles au Kinball. Il y a, je crois, le rouge, le bleu, le gris, le blanc, pour que ce soit des trucs. Je crois que la langue officielle c'est le français parce que ça vient du Québec. Donc pour que la couleur soit immédiatement reconnue. Voilà, tu sais que c'est ton équipe qui est appelée. Ce serait bizarre d'avoir Omnikin marron à pois jaune. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut que ce soit plus rapide. Un petit peu les appels des autres équipes. Exactement. Les maillots de foot, ça pourrait pas être possible, tu vois. Là, c'est vraiment. Et d'ailleurs, ça se pratique en chasuble. En chasuble, du coup, de la couleur, les chasubles qui puent dans les gymnases, ben voilà, ça se pratique là. Et on utilise d'ailleurs ces chasubles qui puent, je pense. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Bah eux, ils ont peut-être des trucs un peu plus réglo, mais normalement, c'est ça. À ce moment-là, ils ont fait l'appel, d'accord. L'équipe qui donc a fait l'appel et donc est l'équipe attaquante, doit propulser le ballon de la manière qu'il souhaite, mais avec cette règle qui est primordiale, au moment où la balle part et quitte donc l'équipe, les 4 joueurs doivent être en contact avec. Ok. Donc ils tiennent la balle, tous ensemble. Tous ensemble. Ils peuvent en faire un petit peu ce qu'ils veulent. Absolument. Feinter, j'imagine. Ouais. Hop, regarder un peu à gauche, à droite. Exactement. Et au moment où il y en a un des 4 qui se décide à le lancer, et à donner la consigne du Omnikin bleu, noir, etc., il faut qu'ils la tiennent tous. Il y en a un qui l'envoie quelque part. Okay. Exactement. Alors, sinon, sinon il y a faute et les 2 autres équipes ont un point. Ah oui. C'est toujours pareil. Si tu non, mais si tu fais une erreur, les 2 autres équipes marquent un point. Okay. C'est toujours comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que, en fait, la balle, elle est tellement grosse, si tu veux, et on n'a pas le droit de la porter sur les bras. Ouais. Donc, en fait, c'est impossible pour un joueur seul, en étant statique, de la porter. À moins qu'il soit vraiment à la verticale. Si tu veux, si elle est un peu penchée ou quoi, c'est impossible. Donc, du coup, en fait, t'as toujours au moins 2 joueurs sur la balle. Ou alors, le joueur il la tape, tu vois, comme on se retrouve dans le même statut, tu vois, que le truc de Baudruche. Qui temporise un peu en tapant. Voilà, exactement, en tapant, en la levant, etc. L'équipe attaquée. Donc, en général, ce qui se passe, c'est que t'as 3 joueurs qui tiennent la balle, et puis t'en as un 4e qui part de l'arrière, qui met une patate de forain dedans, et à ce moment-là, au moment de l'assaut à proprement parler, les 4 joueurs touchent la balle, sauf qu'il y en a un qui envoie une patate de forain depuis 20 mètres, quoi. Sauf que s'il prend un peu d'élan et tout, le mec, on sait où il va l'envoyer à peu près la balle. Alors, si tu cours tout droit sur une balle, tu sais qu'elle va partir à peu près dans une zone. C'est là qu'entre en jeu. C'est pas là où t'essaies de te rendre un petit peu invisible le coup. Absolument. Et c'est là qu'entre en jeu toutes les trucs de feinte, contre-feinte, c'est-à-dire le mec court, et puis en fait, au final, exactement, il s'arrête, il prend la balle, et puis c'est l'autre qui va finalement taper. Donc, non, il y a tout, t'as raison, mais il y a tout ce truc, et donc, du coup, en fait, si tu veux, t'as encore un peu la partie mind game, où tu sais pas, où va partir la balle à un instant T. L'équipe attaquée, du coup, donc mettons que ce soit les bleus, elle doit rattraper la balle avant qu'elle touche le sol. Une fois qu'elle a touché la balle, elle a 10 secondes pour la relancer à nouveau. Et il y a tout un système de fautes, d'accord, qui est avec, et en gros, tu marques des points qu'avec des fautes. Parce que la balle qui touche le sol sans que ton équipe l'ait rattrapée, c'est une faute. La balle qui va en sortie, c'est une faute. Donc, si l'équipe attaquée n'arrive pas à attraper la balle, alors un point va aux 2 autres équipes, et pas uniquement à l'attaquant. D'accord. Et si l'équipe attaquante commet une faute, alors un point va aux 2 équipes non fautives. C'est génial parce que du coup, si t'es pas attaqué et que l'autre perd, tu te retrouves à récupérer un petit point un petit peu sans avoir absolument rien. Non, mais c'est ça qui est cool. Et en fait, si tu veux, et on en parlera tout à l'heure quand on va parler un peu des origines du sport. Mais en gros, t'as plus du tout le même rapport à l'adversaire. Parce que, en fait, quand toi t'attaques quelqu'un, tu joues quelque part aussi pour l'autre équipe, tu vois. Donc en fait, c'est pas un 1v1, sauf à la fin, bien sûr, où là ça devient beaucoup plus compétitif, tu vois. Mais t'as tout ce truc de se dire, en fait, je vais jamais mettre un point que moi. Ça n'arrive pas. Donc t'as aussi tout un calcul. Est-ce qu'il faut que j'attaque un tel? Il y a une méta. On va en parler tout à l'heure. Il y a une méta. Mais voilà. Et puis ça rentre effectivement dans la tactique il faut plutôt que j'attaque lui, puisque je veux pas faire marquer un point à l'autre, etc. Donc l'autre le sait aussi, donc il sera peut-être un peu moins attaqué, mais peut être surpris. Donc oui, ça doit être... Je vois un petit peu les types de tactiques que tu peux mettre en place. Alors, il faut savoir donc qu'il est interdit de retenir le ballon avec ses bras, c'est ce que j'ai dit, mais en gros, faut toujours le frapper pour le relever ou le porter à bout de main. Donc, du coup,
globalement, si vous avez bien suivi, à chaque action, il y a forcément 2 équipes qui marquent un point, que ce soit par une faute ou que ce soit par une attaque réussie. Ou aucune. Aucune équipe marque un point aussi, parce qu'une action, ça peut se terminer que le mec attrape, et puis en fait, finalement, tac-tac, et puis on repart sur une nouvelle action. Ça continue jusqu'à ce que le ballon touche le sol, ou sorte, ou il y ait une erreur, telle qu'elle soit. Du coup, la méta, c'est de toujours attaquer l'équipe qui a le plus de points, pour faire monter en fait tout le monde, parce que si jamais l'équipe qui a le plus de points, tu lui fais trop avancer, toi, tu vas pouvoir te retrouver éliminé parce qu'elle va passer 11 et que toi, t'es à la bourre. Donc du coup, on attaque toujours l'équipe qui a le plus de points. Logique. Même si chaque équipe est de toute façon libre de faire ce qu'elle veut. Donc ensuite, et on le verra quand on fera le commentaire tout à l'heure, j'ai hâte. Chaque équipe en fait est libre de faire ce qu'elle veut. Donc du coup, c'est vrai qu'aussi tu peux te dire je vais très rapidement monter à 11, moi je suis en avance, donc je vais faire monter le joueur le plus élevé à 11 histoire d'être plus que en 1v1 et imaginer pouvoir remonter le retard que tu as face à cette équipe. Parce que du coup, une fois que l'autre est sorti, une fois que t'as sorti une équipe, tu conserves quand même tes points à ce moment-là? Oui, tout à fait. Ah oui, on repart pas à 0. C'est-à-dire que du coup, tu repars à 11-10, 11-9 ou un truc comme ça, et puis après, tu termines jusqu'à ce qu'il y ait une équipe qui arrive à 13. Alors, historiquement, du coup, pour faire un petit tour dans l'histoire du kinball, j'aurais adoré vous dire que c'est un sport ancestral, qui trouve racine dans une mythologie ou un truc comme ça. Je vais barrer quelques lignes du prochain épisode alors. C'est pas vrai. Ça démarre dans les années 80, au Québec. Et c'est en fait un prof de sport qui a trouvé qu'il y avait de plus en plus d'obèses et qui pratiquaient donc du coup de moins en moins de sport. Et ça le préoccupait. Je croyais qu'il y avait un lien entre les obèses et la taille du ballon. Mais non, pas du tout. Non. Il veut donc lancer un sport qui se construit sur 2 piliers. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de face-à-face. Donc du coup, il n'y a pas de complexe de supériorité, il n'y a pas de complexe d'infériorité, il n'y a pas de face-à-face. 3 équipes. Et il faut que ce soit un sport avant tout fun. Et effectivement, le kinball, même comme ça, quand je l'ai raconté et tout, c'est fun, c'est rigolo. Avant toute chose, c'est rigolo. Alors les compétitions, on va parler de la compète, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un sport qui est né d'abord pour les élèves, pour les étudiants, et pour faire venir en fait des gens qui avaient abandonné le sport, pour les faire revenir au sport, mais il n'empêche que du coup, il y a des ligues qui se sont montées, et donc des compétitions. Alors comme au foot, il y a plusieurs compétitions. Déjà, il y a un championnat national. Comme le championnat de France du foot. Alors voilà, ce qu'il faut savoir, la Ligue 1. Merci Sébastien. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que je m'y connais absolument pas en sport. Sébastien est vraiment plus. Exactement. C'est plus mon créneau. Voilà, exactement. Nico, son créneau, c'est vraiment que les sports méconnus. Voilà, juste. Où il a développé une vraie expertise là-dessus, mais sur les sports plus basiques, finalement, plus populaires, c'est vrai qu'il y a un peu moins de connaissances. Là, j'ai plus rien. Pour appeler le foot, par exemple, il appelle ça. Il dit, on va pas aller faire du foot, on va aller faire le foot. De le foot. Mais parce que on me l'a appris comme ça. Ouais. Et puis ça marque un petit peu ce côté, je m'en fous de ce sport, quoi. Clairement. C'est vrai. Donc déjà, t'as un championnat national comme la Ligue 1, avec plusieurs ligues, effectivement, une Ligue 1, une Ligue 2. Il y a 6 équipes. 6 équipes pour la Ligue 1, 6 équipes pour la Ligue 2. Un championnat masculin et féminin, et pour lesquels les règles diffèrent un peu. Au lieu d'un best of 3, on joue 4 manches fixes, d'accord? Donc, si une équipe lave totalement ses compétiteurs, du coup, ça peut être 4-0-0, d'accord? Ouais. Parce qu'en fait, en général, les journées de kinball, les journées de match de kinball, on se rejoint tous à un endroit parce qu'il n'y a pas énormément d'équipes. Elles sont localisées quasiment au même endroit en France, on en reparlera aussi, dans le nord-ouest de la France. C'est vraiment un bastion du kinball. Mais complètement, on en reparlera, mais totalement. J'essaie de me faire des petits pronos dans la tête sur là où est-ce que ça pourrait être. Ok. Je me vexer personne. Non, parce que si je dis que ce sera un endroit, peut-être que ce sera pour des mauvaises raisons. Il y a un bastion du kinball en France. Et donc, du coup, effectivement. C'est certainement pas à Paris, en tout cas, c'est sûr. Non, c'est pas à Paris. Mais je crois qu'il y a une équipe parisienne. Ici, il y a une équipe parisienne quand même en Ligue 1. De kinball, ça s'appelle pas Ligue 1. On appelle ça Ligue 1. Ligue 1, je comprends très bien. Pour comprendre, ouais, c'est ça. Enfin, même si moi, ça m'avance pas. Mais ouais. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que les équipes participantes sont surtout de l'ouest de la France, là où le kinball a le plus démarré. Un peu comme si, vu que ça vient du Canada, tu vois, genre, il y a des colons qui seraient venus. Plus proche, finalement, du Canada. Alors, j'allais dire la Bretagne tout à l'heure. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment cet endroit-là où. Tu vas le bastion du kinball. Effectivement. Mais c'est le plus proche du Canada. Non, mais exactement, mais en fait, c'est criant de vérité, puisqu'effectivement, les équipes qui participent à la Ligue 1 de kinball, c'est Rennes, Vannes, Nantes, les Ponts de C, Berwick et Paris.
Ok. Voilà. Ah, donc il y a quand même Paris finalement. Il y a quand même Paris, ouais, tout à fait. Et alors, du coup, petit quiz, Sébastien. Parmi ces villes se cache la capitale du kinball en France. Donc, je te redis les villes. Rennes, Vannes, Nantes, les Ponts de Cé, Béric et Paris. Je vais dire un truc qui est pas évident. Les Ponts de Cé. Bien sûr. Effectivement, c'est les Ponts de Cé qui est littéralement la capitale du kinball en France. C'est le premier club historique de kinball qui a été créé. Faisons donc, du coup, du département de l'Anjou, le centre du kinball en France. Très bien. J'ai essayé de m'imaginer un peu comment ils avaient pu découvrir ça. Il y avait peut-être un ballon qui avait été perdu au Canada, qui a traversé un petit peu tout l'océan. Ouais, c'est ça. Et a atterri finalement sur les terres françaises. Ouais. Qui se sont dit, mais il était encore gonflé. Ouais, c'est ça. Il était encore gonflé. Ils ont imaginé un petit truc là-dessus. Attends, mais j'ai entendu parler d'espèce de sport où il y avait un énorme ballon comme ça. Et si on y jouait? Et là, finalement, ça s'est lancé, ça s'est démocratisé là-bas et c'est devenu un sport incroyable. Tout à fait. Et si bien que, donc, en Anjou, il y a 600 licenciés en France, donc c'est vraiment un petit sport. Ouais. Et il y a 100 licenciés sur 600 qui sont dans la région de l'Anjou. Alors, à cause de la pandémie, bien sûr, la compétition n'a pas eu lieu l'an dernier, mais ça fait 2 ans que les Ponts de Cé trustent le haut du classement, succédant avant ça à des années de supériorité de Rennes. Donc en fait, c'est Rennes qui a longtemps gagné la Ligue 1 de kinball, et maintenant c'est les Ponts de Cé. Et bien entendu, il y a une Coupe du Monde. Alors, elle avait lieu en 2001, 2002, puis tous les 2 ans depuis 2005. Okay. Les grands champions sont... Pas de championnat, championnats nationaux et Coupe du Monde directement. Il n'y a pas de championnats continentaux ou de coupe continentale, un peu à la manière de l'Euro ou d'autres compétitions. Je connaissais ça. L'Euro, ça te parle. L'Euro, ça me parle. Oui, il y a... Copa América, j'imagine que ça te parle aussi. Un peu moins, mais ouais. Mais non, si, alors tout à fait. T'as tout à fait raison, puisqu'effectivement, notamment, cette année, c'est pas vraiment cette année, puisque la dernière Coupe du Monde a eu lieu en 2019. Après, il y a eu la pandémie, donc ils ont pas pu faire. Mais il y a eu, effectivement, le championnat mondial et le championnat européen en même temps. Ouais. Okay. Et non, mais ils profitent du fait que il y a les gens qui soient réunis, tu vois. Et en fait, tu vas voir de toute façon avec le tableau de la Coupe du Monde, il y a pas énormément de nations et il y a beaucoup de nations européennes finalement dans le pool total des nations. Donc la Coupe du Monde, les grands champions, c'est la France? Non. Le Canada? Bah ouais, du coup c'est de là que c'est forcément. Côté garçon, ton regard, je me suis dit espèce de fierté à dire non. Non, pas malheureusement du tout. Non. Côté garçon, sur 9 Coupes du Monde, ils en ont remporté 8. En 2015, c'est le Japon qui l'a remporté. Ok. Nation montante du kinball. Nation montante du kinball, on va le voir tout à l'heure, t'as raison de le dire. Et côté filles, pas de débat, grand chelem, 9 sur 9 pour le Canada. Ok, oui. Donc c'est quand même encore une domination planétaire pour le Canada. Absolument. Okay. Il y a zéro question, quoi. C'est vraiment une domination, ouais. Et il y a pas de mixte, du coup. Il y a pas d'équipe mixte. Non, mais pour le coup, c'est effectivement un truc qui m'a surpris parce que, en plus, dans les sports qu'on a vus, les sports méconnus, qu'on va voir et qu'on va continuer d'explorer pendant ce podcast. Alors, pas pendant celui-là, mais pendant tous les podcasts qu'on va faire. Il y a beaucoup de sports, effectivement, notamment des sports où il y a pas beaucoup de licenciés, où les équipes sont mixtes. Et c'est vrai que t'as beaucoup de sports finalement où t'as que des équipes mixtes et là non en fait. C'est un sport qui pourrait s'y prêter en plus. Ah totalement. Donc, bah oui parce que ça demande beaucoup plus de l'agilité, et effectivement. Attention à ce qu'on dit. Non mais t'as raison. Mais effectivement c'est pas mais tu vois c'est pas un sport qui va se jouer uniquement. Pas de critères physiques ou tu vois de trucs vraiment d'affrontement par rapport à une petite dame. Exactement. C'est vraiment beaucoup plus de l'agilité, de la rapidité et si bien que je pense que une équipe mixte ça serait pas déconné, tu vois. Mais non, effectivement, là, t'as vraiment championnat masculin, championnat féminin. Peut-être s'ils nous entendent, les organisateurs du kinball, peut-être quelque chose à développer. Hein. Effectivement. Après, il y a quand même un nombre assez limité de licenciés, alors. Ouais. Au moment où tu fais l'euro masculin et l'euro féminin en même temps. Ouais. Tu fais aussi en même temps la Coupe du Monde féminine et masculine. Tu peux aussi faire un truc mixte. Moi, c'est une vraie fête du kinball. Ah ouais, putain, il y en a pour un moment, là. Ouais. Et là, une fois que t'en as bouffé pendant un mois consécutif, t'en fais plus pendant 2 ans. Ouais, c'est ça. Non, mais en plus, je crois que ça dure, le championnat du monde, ça dure sur 1 semaine quand même, tu vois. Donc, t'as des matchs tous les jours, et puis après, t'as les finales le week-end. Enfin, vraiment, pour le coup, c'est un truc stylé. Et donc, ça nous amène, dis-moi. J'allais dire quel genre de supporters on peut. Enfin, est-ce que c'est un sport très supporté Ben c'est un sport supporté, mais un sport supporté localement. C'est-à-dire que t'as pas des gens
qui vont venir du Canada pour aller supporter leurs équipes. Enfin, si, parce que t'as les Canadiens qui dominent le sport, il y a peut-être une petite communauté de supporters. Bien sûr, mais ça rentrer dans les ultras ou ce genre de choses. Des mecs qui balancent des molotovs sur la. Non, ça existe pas. Non, par contre, en fait, t'as surtout des communautés ultra locales. C'est-à-dire que effectivement, quand t'as les championnats du monde qui sont à Pont-de-C, bah en fait, c'est dans des petits gymnases. Donc, en fait, je crois que ouais, voilà, c'est ça. Sur l'année 2010, du coup, qui a été, alors, on va justement parler de la Coupe du Monde de 2019, la dernière qui a eu lieu, et qui s'est déroulée donc au Pont-de-C. C'était donc la 10e édition. Et effectivement, ils s'attendaient à recevoir 5000 personnes dans le public, et ils en ont eu 10 000. Je crois que t'allais dire l'inverse. Ils s'attendaient à attendre 5000 et ils étaient 50. Ils étaient 50. Écoute, il y avait pas un bruit dans le stade. Trois vous êtes là. Voilà, c'est ça, les gens étaient sympas. Comme quoi, c'est un sport qui rassemble quand même pas mal de gens. Mais en fait, je pense que le truc, c'est que, donc, je pense pas que t'aies énormément de gens qui fassent le déplacement, surtout intercontinental, pour venir voir, si ce n'est effectivement les amis, la famille et les fédés, tu vois. Les fédés, je pense qu'elles se déplacent, les officiels des fédés, etc. Du Canada, etc. Par contre, je pense que c'est typiquement le genre de sport. Moi, je me projette et je vois un championnat de ça, une Coupe du Monde qui plus est, à côté de la maison. Direct. Bah, tu vois, oui. Je me pose pas là, je trouve ça cool, je découvre un sport, je pense que ça doit pas être très cher, ça doit être ultra populaire, tu vois, tu dois pouvoir y rentrer pour pas grand chose, et du coup, en fait, je pense que ça a beaucoup fédéré autour, surtout que, ça se fait en Anjou, et l'Anjou, c'est la capitale de ça, donc, tu t'amènes déjà tous les gens qui font du kinball aux alentours. Licenciés proches, déjà. Tous les trucs, t'as 600 mecs déjà licenciés, c'est ce que tu disais. Exactement. Tu prends femme et enfant, tu fais déjà un petit x3. Ouais. Tu rajoutes 2-3 amis et tu fais un petit x5 ou x6. Voilà. Et puis les chalands comme nous, qui voient l'affiche. Les passionnés. Les passionnés. Et voilà. Et donc, du coup, ils ont, en fait, il y a eu énormément de liesses autour de ça. Et ça a plutôt bien fonctionné. Alors, ça reste dans un environnement contraint parce que ça reste un gymnase communal, tu vois. Oui. Donc, ça reste quand même, tu vois, 10 000 personnes, c'est sur l'ensemble du truc. Il y avait pas 10 000 personnes dans la salle. Pas du tout. Mais du coup, je vais te mettre encore à l'épreuve et essayer d'imaginer dans ta tête parce que il y a une phase de poule et une fois sorti des poules, quand on est au foot par exemple, à la Coupe du Monde, t'as 8e de finale, quart de finale, demi-finale et à chaque fois, le gagnant passe et élimination directe. Voilà, et le perdant s'en va. Là, il y a 3 équipes. Ah oui. Alors, est-ce que t'as une espèce de système un peu à la League of Legends avec les winner brackets et les loser brackets? Si tu gagnes, tu te retrouves dans un loser bracket alors qu'il formerait peut-être un espèce de mini championnat où tu t'affrontes un petit peu à plusieurs. Non, c'est pas tout à fait ça, mais il y a un peu d'idée. Il y a un peu d'idée, effectivement, je vais te dire. Donc, en fait, en sortie de poule, t'as un classement du 1er au 9e. D'accord? Donc, tu retrouves avec 9 équipes qui sortent de poule. Ah, donc, toutes les équipes s'affrontent pendant la phase de poule? Non, pas du tout. Mais j'ai compris qu'il y avait qu'il y avait un groupe de 9 équipes. Non, il y a non, c'est plutôt un classement genre les premiers des 3 poules, les premiers des 3 poules, les deuxièmes des 3 poules, les troisièmes des 3 poules. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, tu vois. Premier, deuxième, troisième. Donc les premiers des 3 poules font un match. Le gagnant de ce match va en finale. Direct. Okay. Les 2 autres n'ont pas perdu. Royal, quoi. Les 2 autres n'ont pas perdu. On se les met de côté. Voilà, exactement. On se les met de côté. Attention, les deuxièmes de chaque poule, ça. Ouais. Ok. D'accord. Le gagnant avance d'un cran dans le tableau et affronte les perdants du match des 3 premiers. Ok. D'accord. Le gagnant de ce match va en finale. Ok. Tu vois. Donc t'en as 2. Et pour le 3e, rebelote. Les 2 perdants de ce match-là sont en bas. Du coup, les 3e de la poule s'affrontent. Le premier passe et affronte le perdant des 2e. Tac, tac. Ensuite, le gagnant de ce match passe et affronte les perdants du gagnant des 2e et des perdants du premier. Tac. Et le gagnant de ce match est en finale. Est-ce que c'est clair? Parfaitement. Et est-ce que tu crois que le mec qui s'est dit on va faire un truc à trois équipes pour justement pas qu'il y ait de sentiment un petit peu d'infériorité s'est projeté Absolument en disant mais attends,
Ça va être injouable, mes règles. Non, mais voilà. Faire des championnats. Je pense qu'à aucun moment, quand il a créé ce sport avec toute la bonne intention du monde, il s'est dit, en championnat, je sais pas comment on va le gérer. On va faire une usine à gaz. Voilà, c'est ça. Une usine à gaz. C'est un Excel qui tourne pendant 25 minutes pour calculer qui sort, qui rentre, machin. Non, il s'est jamais dit ça. Et du coup, alors, le gagnant qui a été qualifié en premier, le Canada. Évidemment. Le deuxième, c'était France versus Japon versus Allemagne. Le Japon est passé. Le troisième, c'était France versus... Alors attends, que je te dise pas de conneries. Je crois versus Espagne versus Corée. La France est passée. Cocorico. Donc, on a été qualifié, effectivement, à cette année-là, pour la finale. De Kinball. J'ai déjà la main sur le cœur avec la Marseillaise qui... Eh bien, tu as raison et garde cette ambiance puisque nous voilà autour du terrain de ce gymnase du Pont de C qui est extrêmement bien rempli, Sébastien. Il y a énormément de monde. Il y a énormément de monde pour supporter nos Français. Hein, nos Français, effectivement, en finale, qui sont un petit peu la surprise d'ailleurs hein, de ce championnat, de ce mondial du Kinball. Et qui ont dû batailler. Hein, qui ont dû batailler pour en arriver là. Ils sont passés par les... en ayant perdu le match face au Japon, je ne sais plus. Ouais, exactement. Ça fait que eux ont joué déjà 3 matchs et ont déjà 3 matchs dans les jambes. Est-ce que la fatigue, Nicolas, va peut-être se faire ressentir sur ce match-là? J'espère pas. Écoute, la fatigue... les jambes peuvent être lourdes après autant de matchs. Absolument, après autant de matchs, 3 matchs, rendez-vous compte contre le Canada qui n'en a fait qu'un finalement et qui arrive en finale frais comme un gardon, effectivement. Nous voilà donc pendant la pause, juste avant de reprendre sur cette fin de 4e période. D'ailleurs, une très bonne surprise, hein, c'est que la France est déjà à une manche de gagner, le Canada 2 bien sûr, et le Japon pour le moment chou blanc pour eux. On les attendait quand même parce qu'ils ont été vachement ils ont été très puissants, très forts sur leur match justement de qualification, et là un petit peu en retrait, un petit peu en arrière, et là la belle surprise c'est justement cette manche gagnée par la France, donc du coup 4e manche, et qui vont peut-être essayer de prendre leur revanche finalement sur les Japonais après la première défaite dans ce tournoi, dans cette Coupe du Monde. Absolument, en tout cas, effectivement, avec un classement comme ça, effectivement, c'est ce qui peut arriver. Pour l'instant, le score est de 8 pour le Canada, 6 pour la France, 6 pour le Japon. Mais je vois l'arbitre qui redémarre. Et Nico, avant que l'arbitre ne siffle pour redémarrer la partie, qu'est-ce qu'on peut ambitionner pour nos Français? Alors pour nos Français, raisonnable. Alors ce qui est raisonnable d'ambitionner pour nos Français, c'est une très bonne question. Ce qui est raisonnable d'ambitionner pour nos Français, c'est effectivement peut-être une égalisation. Ils ont les capacités, ils l'ont montré, hein, ils n'ont pas gagné cette manche pour rien. En revanche, on voit effectivement que depuis le début de cette 4e manche, ils sont beaucoup plus en dessous, beaucoup plus en retrait sur la balle, et effectivement ils ont fait quelques erreurs un petit peu, on va dire, anachroniques, des choses qui ne devraient pas se retrouver là dans une compétition de si haut niveau de Kinball. La pression, alors, on va certainement avoir besoin des supporters pour pouvoir réussir à les rebooster un petit peu, leur donner ce petit regain d'énergie qui pourrait leur permettre de pouvoir conclure ça magnifiquement. Exactement. Et c'est parti pour cette nouvelle manche. Et c'est donc les Français qui ont la balle et qui font une attaque, sur le Canada. Touche la ligne. Effectivement, ça touche la ligne. Donc c'est à l'intérieur. Les Français qui ont attaqué le Canada et qui a priori ont remporté ce point. On voit l'action au ralenti. Les 4 Français, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, hein, c'était vraiment une sorte de feinte. Hein. Exactement. Que oui ou non, la personne qui s'est rapprochée du ballon n'est pas celle qui a tapé. Absolument. Et c'est ce qui a permis justement un petit peu de mettre le Canada dans des mauvaises dispositions. Effectivement, on a vu, hein, il a totalement pris le contre-pied, le joueur canadien. Ouais, on a vu faire le petit pas, le petit pas qu'il a mis peut-être un dedans. Petit peu de trop, effectivement. 7 pour les Français, 7 pour le Japon et 8 pour le Canada. Le Canada à l'attaque maintenant, qui vont attaquer. Ils attaquent la France. La France qui va la chercher en sortie. Et non, malheureusement, la balle sort. Donc je pense que ce sera un point pour le Canada et le Japon. La France qui allait se jeter. Hein. On a vu la personne française. C'est normal hein, qu'à situation d'égalité, ce soit la France qui soit attaquée de toute manière, puisque la France a déjà remporté un premier. Exactement. La France qui a maintenant la balle, qui l'a attaqué pour le Canada. Le Canada qui l'a récupéré extrêmement facilement. On sait que leur force. Nouvelle attaque, effectivement. Il remplace la balle. Le Japon qui a sauté dessus. Mais je crois qu'il y a une erreur, effectivement, il y a une faute
Ah, je crois que c'est une faute défensive, à vrai dire. Alors, est-ce que c'est pas le japonais qui est venu toucher le ballon un petit peu pendant la préparation des Canadiens? Tout à fait, Sébastien. Effectivement, donc c'est une faute défensive. Le japonais, c'est pas tellement le ballon, puisque le ballon, à la limite, c'est vrai qu'il ne faut pas le toucher. C'est plus les autres joueurs. Voilà. Donc en fait, c'est plus que le Japon a touché en fait le joueur attaquant canadien, et ce qui fait que effectivement, il est venu en fait. Alors c'est plutôt d'ailleurs une stratégie un peu offensive, un peu même agressive de la part du Canada, que d'aller chercher des fautes défensives, tout simplement, d'aller au contact du Japon, le Japon qui doit faire l'effort, puisqu'elle est l'équipe défensive, qui doit faire l'effort de reculer et qui doit faire l'effort de ne pas toucher un attaquant. On est donc à 8 pour la France, 10 pour le Canada, 8 pour le Japon. Le Canada qui est toujours en train de mener la course en tête, hein, avec ces deux sets déjà d'avance. On appelle ça des sets d'ailleurs. On appelle ça des manches. Des manches, ouais. Des manches, oui, absolument. 7 en anglais finalement. 7 en anglais, oui, je pense que c'est ouais. Ça peut se dire. Mais en fait, c'est un sport francophone. C'est vrai, québécois, donc forcément, si on appelle utilise des anglicismes, on va se faire. Non, ouais. Absolument. Il faut être dans le franco-français. Tout à fait, et on voit que c'est un moment charnière de cette 4e manche de cette finale masculine de Kinball, puisque à 11 points, une équipe est éliminée. Une équipe sort, et donc à ce moment-là, vu que le Canada est à 10, ça sera l'équipe qui est derrière qui va sortir. Ok, c'est parti. Et c'est fini pour la France. Il y avait personne. C'est fini pour la France. C'est joli ce qu'ils ont fait les Japonais. Alors les Japonais ont littéralement, exactement, les Japonais ont littéralement tapé, voilà, sur un endroit où il y avait zéro Français. Invisible. Et c'était totalement impossible. Donc 11 points pour le Canada. 9 points pour le Japon qui a de nouveau la balle et qui va essayer peut-être de mettre fin à la suprématie canadienne. Le Canada qui a récupéré. Ils sont forts. On sait quand même que c'est leur force aux Canadiens. Absolument, la récupération de la balle est très très bonne. Attention, fin de corps et c'est parti. Le Japon qui n'a pas réussi. Le Japon qui n'a pas réussi, c'est le Canada qui avait la balle, qui a attaqué donc le Japon. Dernier restant, 12 pour le Canada. À deux équipes, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de place sur le terrain. C'est compliqué d'occuper un petit peu tout ce terrain-là. Absolument. Il a beau faire 21 mètres et le ballon a beau en faire 150. Absolument. Le Canada qui a été mis en défaut par le Japon. Alors les Japonais qui ce coup-ci n'ont pas essayé de chercher un trou dans la défense, mais ont tout simplement ont joué la patate de forain dans le visage d'un Canadien. Beaucoup plus simple. Il a quand même défendu comme il pouvait, mais qui n'a pas réussi à la relever comme il fallait. Qui n'a pas réussi. Et là c'est le Canada maintenant. Oh là là, la balle qui va très loin puisqu'ils étaient en limite de terrain. C'est le Japon qui récupère cette balle. Ils sont au milieu du terrain, donc ça va être compliqué. C'est joli. C'est très bien fait. Le Japon qui remonte. On a déjà vu ce point tout à l'heure. Ouais, absolument. Le Japon qui l'avait déjà fait de cette façon-là. Et ça a l'air d'être un petit peu leur spécialité. Tout à fait. D'aller chercher vraiment ce trou dans la défense canadienne. Vraiment un très très beau travail. Attention, maintenant c'est le Canada. Devant. Oh, le Japon. Joli. Le Japonais qui est allé vraiment faire un slide sur plusieurs mètres pour aller récupérer la balle de l'autre côté du terrain. Avec le pied. Avec le pied et la remettre en jeu. Et c'est le Japon maintenant. Le Canada rattrapé très facilement. Un peu raté cette attaque-là, Nicolas, si tu veux mon avis. Oui, tout à fait. Dans les bras. Mais le Canada maintenant qui lance. Et le Japon qui est allé la chercher une fois, deux fois. Avant de sortir. Non, c'est super. Toujours pas sorti. C'est magnifique. Le travail du japonais, qui est venu chercher la balle à l'extérieur, puisqu'on n'a effectivement pas le droit de marcher en dehors des limites. Non, effectivement. Il est venu en sautant, taper sous la balle pour la ramener sur le terrain. Il a dû le faire 2 fois. Il a fait 2 fois. Ramener la balle. Et encore, ça n'était pas suffisant. Un 3e japonais s'est jeté à l'extérieur pour la ramener à nouveau. Et c'est très très beau. Ils se sont donc retrouvés d'un côté du terrain et ils ont maintenant fait une attaque littéralement à l'opposé. Mais le Canada est là. Le Canada est là et récupère cette balle. C'est peut-être le point du match pour le Canada et leur 9e titre en masculin. Tout ce petit monde se replace. C'est loin, c'est très loin, c'est fini. C'est pas suffisant. Bravo aux Québécois du Canada. Aux Canadiens du Québec. Aux Québécois du Canada. Va savoir. Aux Français du Canada. 13 pour le Canada, 11 pour le Japon. Ça nous donne donc un score final. Effectivement, il n'y aura pas de 5e ni de 6e manche. Le Canada qui gagne, les supporters qui rentrent sur le terrain. Le Canadien qui gagne donc pour la 9e fois la médaille d'or. Les Français qui du coup finissent second. C'est ma foi une pas mauvaise performance si on en croit un petit peu la différence de niveau qu'on peut avoir entre ces équipes-là. Finir 2e et réussir une finale comme ça, même s'ils ont été éliminés sur cette dernière manche en premier.
Ma foi, je trouve que c'est une performance plutôt encourageante pour les prochaines Coupes du Monde. Absolument. Et effectivement, ça va être une équipe à suivre ces prochaines années, notamment pour la reprise des championnats internationaux. Bravo aux Canadiens, aux Québécois du Canada. Aux Québécois du Canada, aux Canadiens du Québec. Bravo à tout le monde. Et de retour au studio, merci beaucoup d'avoir commenté ce match palpitant. Non mais en vrai, c'est vraiment un sport pour le coup qui bouge énormément. T'as vu ? Enfin, je veux dire, c'est un truc, c'est ultra physique. Sport de réflexe. Énormément de réflexes, de lecture aussi un petit peu des mouvements de l'autre. Surtout que t'as bien vu que il y a beaucoup de moments où effectivement ça va tirer dans un trou, donc c'est aussi un sport de placement quoi. Tu vois, il faut occuper l'espace. C'est un sport de position aussi. Comme on peut le voir dans d'autres sports, le rugby, où tu dois aller récupérer où tu dois te placer un petit peu dans la ligne arrière pour pouvoir anticiper un petit peu des ballons par-dessus les défenses. Là, tu retrouves un petit peu ce genre de positioning. C'est ça, mais faut le dire. Et d'ailleurs, c'est vachement chouette parce que t'as vu aussi, justement, moi, c'est ça que j'ai trouvé chouette dans ce sport quand j'ai eu à le regarder, à le comprendre et à l'étudier, c'est que c'est ultra fair play. T'as vu la France quand ils ont dû sortir du terrain ? C'est vrai, pas un mot. T'avais le chef qui faisait allez, venez, c'est bon, on a perdu, c'est pas grave. Et puis il faisait des bisous en sortant à tous les autres. J'ai vu un Français envoyer un baiser au Canadien. Totalement, genre bonne chance et tout. Je pense que c'est aussi un luxe des sports avec peu de licenciés, c'est que je pense que ce sont des gens qui se connaissent de toute manière, tu vois, sur le terrain, et qui du coup, il y a une super ambiance. Et qu'on se le dise, Nico, c'est peut-être pas aujourd'hui qu'on va faire le débat, mais qui dit sport populaire dit argent. Qui dit argent dit forcément enjeu un petit peu supérieur. Donc tu fais rentrer d'autres paramètres dans le truc qui te pourrissent un petit peu le sport. On va citer le foot parce que c'est le meilleur exemple. Mais du coup, c'est des choses où on le retrouve. C'est des choses qu'on ne retrouve pas dans ce sport-là, où on a vraiment les valeurs du sport. Le fair play, ça reste un sport de compétition où on est là pour gagner. Pour autant, si on perd, très bien, on se serre la main et c'est bien joué les gars quoi. Et donc l'avenir pour le sport, déjà, donc la pandémie elle a complètement stoppé la saison 2019-2020, donc il n'y a pas eu de fin. 10 journées au lieu des 10 journées de compète, en fait, elle s'est arrêtée en mars au bout de la 6e journée et n'a jamais repris. Donc déjà, le premier truc à faire, c'est de sortir de la pandémie et de reprendre des activités. Et moi, je trouve que c'est un sport à la base créé pour les cours de PS. Pour remotiver les gens, pour refaire pour repousser les gens à faire du sport. Et pour moi, en fait, c'est par ce biais que le kinball va pouvoir se faire connaître. Parce que, tu fous ce sport-là dans une cour de primaire, de collège. Ultra ludique. C'est ultra ludique, c'est ultra marrant. Et je pense que le côté professionnalisant, c'est chouette, tu vois. Il faut le faire parce que comme ça fait aussi que ça donne de la crédibilité un peu aussi à ce sport-là. Tu vois, et puis des règles, ne serait-ce que des règles. Bien sûr. Et puis des façons de sortir des gens pour les mettre en finale avec les premiers qui. Si on n'avait pas eu de compétition, on n'aurait jamais eu tout ce casse-tête qui se serait créé. Exactement, ce casse-tête. Et puis pour moi, c'est forcément un sport qui a de l'avenir parce que c'est un sport à 3 équipes et ne serait-ce que ça. Voilà, un sport à 3 équipes pour moi, c'est non mais c'est vrai. Clairement. Non mais en reparlant de l'EPS, moi je me dis que si tu me donnais le choix, dans ma vie de PS, que ce soit collège, lycée, on a fait des trucs type du volley, on a fait de l'athlétisme. Mustu. T'as fait muscu, toi ? Mustu pour le bac. Oh putain, c'est n'importe quoi. C'est à chier. Qu'est-ce qu'on avait fait aussi qui était, désolé pour les amateurs, mais l'espèce de chorégraphie un peu cirque, là, comment ça s'appelait ? Ah, un peu genre la gym au sol, l'acrogym ? L'acrogym, non, c'est pas acrogym, ça s'appelait, il y a pas cirque dedans ? Peut-être. Moi, j'avais un truc acrogym. Acro-cirque, peut-être. Non, mais c'est vrai que c'est des trucs, c'est moins amusant. Et puis, je trouve que, pareil, quand tu proposes du handball ou du volley, t'as forcément de la rivalité, des trucs comme ça. Là, un sport à 3 équipes, je pense que t'as moins ça qui se crée et du coup, c'est sans doute moins frustrant. Et puis aussi, pour ceux qui aiment pas faire de sport, tu fais tes trucs et puis s'il y en a un qui arrive à 11 points, tu te fais sortir, tu regardes la fin du match tranquille. Tu vois, t'as aussi ce côté-là qui est chouette, quoi, tu vois. Donc, qui fait partie du sport, qui fait partie de l'EPS. Qui fait partie de l'EPS, voilà, pas du sport, mais de l'EPS. Voilà, et merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode sur le kinball. Super Sport 3000 est un podcast de la galaxie Coop et Canap. Alors rendez-vous sur www.coopetcanap.com pour retrouver tous nos podcasts ainsi que le lien vers le Discord et sur nos réseaux sociaux @coop-et-canap sur Facebook, Twitter et Instagram. Si vous avez apprécié ce podcast, laissez-nous 5 étoiles et un gentil petit commentaire. Nous les lirons tous avec délectation. Et surtout, si vous pratiquez un sport méconnu et que vous voulez nous en parler, alors notre porte vous est grande ouverte.
Merci Sébastien. Merci Nico pour cette magnifique découverte du pinball, écoute. De rien. Et puis, écoute, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Et à vous aussi, auditeurs, pour que vous puissiez partir à la découverte de votre nouveau sport préféré. Salut! Salut tout le monde!